Au sommaire de ce journal, ils sont jeunes et leur parti politique aussi, en vue d'assurer une bonne relève et avoir un leadership plus épanoui. Et ces jeunes sont formés pour servir de modernes dans la réelle politique et pour une bonne gouvernance au Burkina Faso et dans leurs organes respectifs. C'est à l'initiative de l'Association Jeunesse d'Afrique. Tous les détails à suivre dans ce 13h. À suivre également dans ce journal, le dossier consacré à la circoncision traditionnelle, une vieille pratique qui consiste à l'ablation du prépuce chez les garçons. À Fadangoma, dans l'est du Burkina Faso, les pères préfèrent cette voie au détriment de celle moderne et c'est suite à des expériences entre la circoncision traditionnelle et le moderne. Quels avantages, quels inconvénients a-t-elle des répercussions négatives sur la santé de l'organe masculin? Vous entendrez un circonciseur qui a plus de 30 ans d'expérience dans une poignée de minutes. Voilà, pour le sommaire, bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité sur BF1. Bienvenue au journal. Et tout de suite, direction Bobo Dioulasso, où l'Association Jeunesse d'Afrique veut promouvoir le leadership chez les jeunes partis et bien sûr les jeunes et leurs partis politiques au Burkina Faso. Des jeunes qui sont parfois lésés dans les instances de décision de ces organes et pourtant représentent la relève dans la conduite de la chose publique. L'AEJA, en associant également les organisations de la société civile, souhaite une implication inclusive de cette frange pour une conduite pacifique dans la transition politique. Le compte-rendu de Soto Justin Dabéré. Considérés comme l'avenir de toute nation, les jeunes et les femmes sont également des agents du changement pour les systèmes politiques inclusifs et de changement politique pacifique. Pour relever ce défi, les jeunes et les femmes ont besoin d'affirmer leur leadership. L'AGA, l'Association Jeunesse Espoir d'Afrique, à travers cet atelier de formation initié par son secrétariat exécutif chargé du genre, vise à outiller les jeunes et les femmes des partis politiques et des OSC de Bobo Dioulasso sur le leadership politique, la prévention des conflits électoraux et de renforcer leur engagement au sein des partis politiques et des OSC. Il faut dire que nos différents pays, le Burkina, Mali, Niger, les pays du Sahel traversent vraiment des crises sociopolitiques. Ces derniers temps, on a un gouvernement de transition. Les activités des partis politiques ont été suspendues et ce qui ne favorise pas vraiment l'engagement des jeunes à la gouvernance de nos pays. Au niveau électoral, il faut dire qu'il y a une tension et beaucoup de personnes de voix s'élèvent pour protester contre les élections qui sont prévues pourtant en juillet 2021. Et cette formation-là, l'objectif réel, c'est vraiment d'outiller les jeunes et les jeunes, et en particulier les jeunes filles des partis politiques et OSC, pour les permettre en fait de développer leur leadership. Cet atelier de formation a contribué à renforcer le leadership politique des jeunes, en particulier des jeunes femmes, et a fait en sorte qu'ils améliorent leur compréhension de la démocratie et des élections. C'est une formation très enrichissante car ça m'a permis de comprendre plein de choses sur le leadership et les conflits, comment régler les conflits, la politique, la démocratie. Avant, j'étais dans la politique, mais je ne savais pas ce que c'était vraiment la démocratie. Mais grâce à cette formation, j'ai pu connaître certaines choses que j'ignorais. Quand on parle de leadership, le règlement des conflits, c'est des choses que le pays, même en quelque sorte à l'heure actuelle, en a besoin. Donc j'en ai appris beaucoup et je pense que par cette formation aussi, je peux relater les infos, ce que j'ai recueilli de la formation à d'autres personnes qui vont le mettre en pratique. 25 jeunes des partis politiques et OSC de Bobo Dioulasso ont participé à cet atelier de formation. Un atelier qui avait pour thème leadership politique, gestion des conflits et critères pour des élections libres et équitables est bien apprécié par la marraine. Ce que moi particulièrement j'entends d'eux, qu'eux-mêmes ils se réinvestissent, ils réinvestissent ce qu'ils ont appris, qu'ils se lancent des défis pour affirmer leur leadership. Et lorsque le leadership est affirmé, c'est beaucoup plus facile d'aller à la conquête de postes électifs. Cet atelier introductif sur le leadership politique et la prévention des conflits électoraux entre dans le cadre
du projet Power of Dialogue initié par le Centre pour la démocratie, le développement et la culture, plus connu sous le nom de Gorée Institute. Il est financé par Gorée Institute, l'AGIA et de bonnes volontés. Entreprendre une carrière politique étant jeune, sans grandes ressources ou un bon background, on imagine les difficultés. Puis encore, si on se lance dans l'entrepreneuriat sans accompagnement ni de boussole, imaginez la suite. Et les difficultés, lui, il en a eu assez, même si pour l'heure, il n'a pas un pied dans la politique. Toute sa vie est source d'enseignement. Hippolyte Guigemdé, c'est de lui qu'il s'agit. Il a bravé les vicissitudes de la vie pour se faire un nom. Et tous les coups de la vie, l'homme d'affaires est connu aussi dans la cybersécurité avec le pseudonyme de Iggy Lyon, a compilé toutes ses expériences dans un livre dénommé « Des méandres à la lumière ». La dédicace du livre, intervenue hier dimanche, a été suivie pour nous par Maxime Ilboudo. C'est un livre qui retrace le parcours d'un homme à qui la vie n'a pas fait de cadeau. L'œuvre autobiographique met en lumière la persévérance et la combativité de Hippolyte Guigemdé, un citoyen burkinabé vivant aux États-Unis. Après avoir tenté sans succès les concours directs à la fonction publique, l'homme décide de faire des petits métiers comme parqueur, laveur de moto, réparateur de téléphone, commerçant pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré sa ténacité, sa situation financière ne s'améliore guère. Il décide alors d'aller à l'aventure pour tenter sa chance. Au pays de l'oncle Sam, il poursuit ses études pour sortir ingénieur en informatique. Aujourd'hui, cadre dans le domaine de la cybersécurité, Hippolyte partage son expérience avec les jeunes. Par sa détermination, l'homme a réussi à quitter des méandres pour la lumière. Il faut avoir la foi et il faut être persévérant. Parce que, selon moi, vous ne pouvez pas rester sur place et prétendre à un changement. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir de l'ambition. Pendant ce temps, on ne sait pas exactement par où ça vient. Donc on ne peut pas, comme je vois d'autres qui sont figés à faire, qui sont concentrés seulement, focus sur les concours. Pendant qu'ils peuvent essayer de faire de l'élevage ou de cultiver, mais ils veulent seulement avoir un concours. L'auteur a fait preuve de résilience, de combativité. Il a montré notamment, il montre à la jeunesse que lorsque l'on tombe, on peut se relever, on peut tomber plusieurs fois. L'essentiel aussi, c'est de pouvoir se relever plusieurs fois. Son histoire invite les jeunes à s'armer de courage pour se frayer un chemin et réussir. Pour l'auteur, chaque réussite a une histoire qui commence par la souffrance. L'homme est aussi connu sur les réseaux sociaux pour ses messages qui sensibilisent la jeunesse sur l'entrepreneuriat. Ma vie personnelle est plein d'expériences qui peut servir à d'autres personnes. Donc pour moi, je suis en contact avec beaucoup de personnes. Je reçois des messages de plusieurs frères et sœurs et je sais que beaucoup de gens vivent la même situation que j'ai vécue. Beaucoup veulent même lâcher. Mais d'autres sont revenus me dire à travers quelques posts que je faisais déjà sur Facebook que vraiment mes posts les motivent, ils ont changé. J'ai dit bon d'accord, si déjà des petits messages peuvent vraiment aider, alors je vais mettre toute mon expérience proposer mon expérience à tout le monde. La quarantaine aujourd'hui, il se réjouit de son parcours qui a connu tant d'embûches pour servir d'inspiration à d'autres. Cette œuvre pleine d'émotions, dédicacée ce 20 août, est disponible dans les librairies au prix de 5 000 francs CFA. Encore à Ouagadougou, vous le savez, nous sommes de plein pied dans la saison pluvieuse, période où les voies dégradées deviennent accidentelles par endroits. Le schéma est bien perceptible à Somgandé, un quartier de la capitale. Et les résidents se rendent utiles en réparant les nids de poules et autres crevasses. À l'initiative de l'association Wenpanga, des petits commerçants, tous les membres ont mis la main à la pâte pour permettre aux usagers de circuler sans grande difficulté, en attendant bien sûr la réfection totale des différentes voies. Un geste encouragé aussi par les autorités communales. C'est ce que nous dit Amadou Diko qui a suivi cette séance de réparation. Des jeunes mobilisés ce samedi 19 août pour des travaux d'intérêt commun sur l'avenue de la Somalie du quartier Somgandé, arrondissement 4 de Ouagadougou. Munis de matériel de construction, ils tentent d'être utiles en colmatant les nids de poules, souvent à l'origine d'accidents mortels.
L'initiative est de l'association Wenpanga des petits commerçants. Nous sommes des commerçants qui est cité au bord de la route. On voit des accidents qui, à chaque fois, c'est nous-mêmes qui sommes là pour aider les accidentés. Donc souvent, c'est compliqué. C'est vrai que ce que nous avons eu comme l'idée, les gens disent que ça ne dure pas, mais ça va permettre en tout cas à la population de circuler à un bout de temps. Ce n'est pas notre première fois aussi. On a fait ça le 15 août 2021. On a prévu l'année passée, 2022, de le faire, mais on n'a pas pu faire. Ces travaux qui associent plusieurs acteurs sociaux bénéficient de l'accompagnement des autorités communales. Sur les lieux, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 4, Salomon Kambou, vient encourager ces jeunes pour leur noble initiative qui devrait permettre de réduire les cas d'accidents sur ce tronçon. C'est ce qu'on demande à nos populations au niveau local, c'est d'y prendre ce genre d'initiative pour aussi aider les pouvoirs publics à pouvoir en tout cas consacrer en tout cas les ressources pour relever les défis, les nombreux défis que nous connaissons ici dans notre pays. Cette opération de l'association Wenpanga des petits commerçants est possible grâce aux contributions volontaires des résidents de Somgandé. La structure entend multiplier ce genre d'initiatives pour la sécurité des usagers. La sécurité des usagers partant leur santé, mais il n'y a pas que les usagers qui tombent beaucoup malades dans cette saison hivernale. La maladie beaucoup diagnostiquée dans les centres de santé, c'est bien sûr le paludisme. Et comment l'éliminer? Il faut commencer par détruire les gîtes larvaires, l'endroit où les moustiques pondent assez. Et c'est cette campagne qui a été lancée le jeudi dernier à Bobo-Dioulasso, baptisée Journée de lutte anti-larvaire, couplée à la campagne chimio-préventive du paludisme. Elle a été lancée par le ministre en charge de la Santé dans la ville de Sia, Majid Bakwan. Quartier Lafia-Bougou, dans l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso. De concession à concession, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique procède à la sensibilisation des familles sur l'identification et la destruction des gîtes larvaires. Dans ces concessions, des enfants dont l'âge est compris entre 3 et 59 mois reçoivent des doses pour leur protection contre le paludisme. Par ces actes, le docteur Lucien Jean-Claude Cargougou lance ainsi les journées nationales de lutte anti-larvaire, des journées couplées à la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier. Vous savez que dans le mode de transmission du paludisme, c'est au niveau des flaques d'eau qui sont souvent au niveau des concessions ou alors au niveau des rues, de l'environnement, que les moustiques se développent, que les larves se développent, et c'est à partir de ce moment que la transmission peut se faire. Donc pour être très efficace, nous avons décidé de coupler à la CPS une campagne de destruction de ces gîtes larvaires. Pour la mise en œuvre de cette campagne, près de 50 000 volontaires appuyés par des agents de santé seront déployés sur le terrain. Leur mission, sensibiliser les familles sur les méthodes d'identification et de destruction des gîtes larvaires. Nous avons ce qu'on appelle la destruction physique. Par exemple, si vous rentrez dans une concession et que vous avez un récipient qui contient de l'eau qui stagne, c'est vraiment le lieu propice pour que les moustiques se développent. Et donc, les conseils que nous avons donnés aux populations, c'est de renverser tout simplement ces récipients qui contiennent de l'eau qui stagne. L'autre aspect, c'est devant les cours. Vous avez en fait nos rues où nous avons des flaques d'eau. Donc nous avons conseillé que les ménages puissent, dans un élan solidaire, se mettre ensemble pour pouvoir détruire en fait les gîtes larvaires en comblant par exemple ces flaques d'eau avec de la terre par exemple. Le deuxième type de destruction, c'est la destruction des gîtes larvaires avec des biolarvicides. Vous avez vu des agents qui sont en combinaison et qui ont des équipements pour pulvériser. À l'issue du lancement de cette campagne, la délégation du ministère de la Santé a visité quelques infrastructures sanitaires en chantier. Il s'agit du centre de radiothérapie en construction et les unités du CMA de Dafra.
Je vous l'annonçais au début de ce journal, nous parlons de circoncision. Il y a celle traditionnelle et moderne. Chaque enfant doit être circoncis si le parent le désire, bien sûr. Et à Fadangourma, des géniteurs jusqu'à ce jour préfèrent faire enlever le prépuce sur le sexe du petit garçon par voie traditionnelle plutôt que de le faire dans les centres de santé avec l'aide des agents de santé. Et les arguments ne manquent pas pour expliquer ce choix, mais est-elle sans risque? Vous allez le voir dans ce dossier. Notre reporter Moussa Yonli a rencontré plusieurs acteurs, dont un circonciseur qui a 30 ans d'expérience dans ce métier. Reportage. Avant l'arrivée de la médecine moderne, c'est dans les camps d'initiation que la majorité des garçons étaient circoncis. Avec la multiplication des centres de santé, de plus en plus, les parents y conduisent leurs enfants pour l'ablation du prépuce. Néanmoins, il y a toujours des inconditionnels de la circoncision traditionnelle. J'ai vu les conséquences des gens qui ont eu à faire avec la médecine moderne et que ça n'a pas marché. Donc c'est ça effectivement qui m'a motivé. Je ne voudrais pas reprendre ça à plusieurs reprises et c'est ça qui m'a motivé à aller. En moins d'une semaine, l'enfant était déjà guéri sans problème. On pouvait déjà le mettre au dos. Elle a beaucoup d'avantages. Voilà. Une fois fait, voilà, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller au CSPS. La guérison aussi se fait rapidement. Et en plus de ça, côté esthétique, voilà, nous, on a constaté que traditionnellement, là, c'est plus esthétique. Amadou Thiombiano pratique la circoncision il y a plus de 30 années. Par mois, il circoncie plus de 10 garçons. La circoncision des enfants est une culture transmise par nos parents. J'exerce ce métier, cela fait plus de 30 ans. Je circoncis plus de 10 garçons par mois. La principale différence entre la circoncision traditionnelle et moderne se trouve à un seul niveau, selon Amadou Thiombiano. La différence entre nous et les infirmiers est que nous, après circoncision, le bandage n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas. La vraie différence, c'est que les infirmiers font des sutures avec des fils et nous non. De l'alcool, de la pommade pour plaies, une lame neuve et cet outil dans lequel la lame est placée, ce sont là les outils de travail de Thiombiano Amadou. Cela fait 5 jours qu'il a circoncis 2 garçons. Il nous propose de rendre visite au bébé pour constater l'évolution de la cicatrisation. Évolution positive de la cicatrisation, tel est le résultat du contrôle pour ces 2 garçons. Les parents qui apprécient la circoncision traditionnelle pensent qu'une collaboration entre tradition et modernité serait une bonne chose. Une idée que Amadou Thiombiano ne rejette pas. Sur ce point, le ministère de la Santé ne nous a pas approchés. Sinon, nous pouvons collaborer avec les infirmiers pour aller le faire au CSPS. Pour l'instant, chacun évolue de son côté avec ses avantages et ses inconvénients. Dans le reste de l'actualité au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie donne un délai de 3 ans pour la transition dans le pays. Dans une allocution télévisée, le chef du CNSP a donné cette assurance. Le général Abdourahmane Tiani a aussi mis en garde la CEDEAO qui veut intervenir militairement pour installer le président Bazoum. Si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. C'est le message de l'homme de Niamey. Le récit de nos confrères d'Africa News. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, arrivé au pouvoir par un coup d'État, a assuré samedi soir que la période de transition ne pourrait pas excéder 3 ans, tout en mettant en garde les pays étrangers contre une intervention militaire visant son pays. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous,
Elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Dans ce discours d'une douzaine de minutes, le général Tiani a annoncé le lancement d'un dialogue national sur 30 jours, au cours desquels seront formulées des propositions concrètes qui permettront de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. à définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. Cette allocution intervient après la visite plus tôt dans la journée d'une délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest afin de chercher une solution pacifique à la crise. Au Zimbabwe, le spectre du 3e mandat plane aussi dans le pays, alors que les Zimbabwéens se rendent aux urnes le mercredi prochain pour les législatives et la présidentielle. Le président Emmerson Mnangagwa, en cas de victoire, entamera son dernier mandat de 5 ans. Mais au sein de son parti, la ZANU-PF, on prévoit un 3e mandat, ce qui fait craindre les Zimbabwéens. On reste encore avec nos confrères d'Africa News. À quelques jours des élections présidentielles et législatives, un mot revient sur les lèvres de la plupart des jeunes Zimbabwéens. Changement. Pourtant, la question de savoir qui peut apporter le changement et s'il est possible qu'il se produise suscite des réponses contradictoires dans les rues animées et encombrées d'Harare, la capitale. Je pense que nous avons besoin de sang neuf, d'énergie et de nouveaux esprits, parce que l'actuel est démodé, il vieillit. Nous avons donc besoin de quelqu'un qui puisse prendre en compte nos préoccupations, qui sache ce qui se passe sur le terrain. Le 23 août prochain, 1 million de primo-votants devraient participer au scrutin dans un pays où 3/4 de la population a moins de 35 ans. Les partis politiques rivalisent d'initiatives pour séduire cette tranche de la population inquiète pour son avenir. Nous voulons du changement, nous, les jeunes. Nous endurons des difficultés. Comme vous le voyez, certains d'entre nous sont juste des vendeurs. Ils ne font rien, ils sont juste assis sous les ponts. Et c'est pourquoi nous voulons du changement en tant que jeunes. Nous recherchons des emplois. Alors je pense que si nous votons pour le président Mnangagwa, nous aurons du travail. Le Zimbabwe est dirigé par le même parti politique depuis son indépendance en 1980 et les soupçons d'irrégularités électorales y sont fréquents. Et puis en sport, le championnat handball national senior homme a désigné son vainqueur le 19 août au Palais des Sports de Ouagadougou. La finale qui a opposé l'AS Douane à l'AS Police a été un véritable bras de fer entre les deux meilleures équipes du moment. Après les 60 minutes de jeu, l'AS Douane a conservé son titre sur le score serré de 28-26. Mais l'AS Police pointe du doigt la mauvaise prestation du corps arbitral pour expliquer sa défaite. On voit tout cela en détail avec Madi Zongo et Maxime Ilboudo. La finale AS Police et l'AS Douane en senior homme a été un bras de fer entre les deux meilleures équipes du moment. L'AS Douane va rapidement mener au score, 8-3 en seulement 12 minutes de jeu. La réaction de l'AS Police porte ses fruits. À la fin de la première période, le score était de 15-14 en faveur de l'AS Douane. Toutes les équipes au niveau du championnat se valent, surtout au niveau des équipes seniors hommes. Elles se valent. Il y a peut-être un coup de chance quelque part et ça fait la différence. À la reprise, 5 minutes ont suffi à l'AS Police pour revenir à la hauteur de son adversaire. Mais les flics connaissent un nouveau temps faible. L'AS Douane ne se fait pas prier pour repasser devant au tableau d'affichage. 25-21 à la 50e minute et une victoire finale de 28-26 pour les Gabelous à la fin du temps réglementaire. L'AS Douane conserve son titre de champion du Burkina, mais l'entraîneur Simplice Sommet a le triomphe modeste. En termes de valeur, nous équivalons. Et si ça devrait être logique, c'est 26-26 ou 28-28. Mais comme il faut un vainqueur, et il y a un peu de chance de mon côté, ça marche. La défaite passe mal du côté de l'AS Police qui pointe du doigt l'arbitrage. En fait, ce n'est pas dans mes habitudes de critiquer l'arbitrage, mais cette fois-ci, c'en est trop. On dirait qu'il y avait, l'arbitrage était maison.
Comment on peut comprendre un match de handball 2 fois 30 minutes sans une exclusion du côté de l'adversaire? On ne peut pas voir ça. Les gens, le public étaient témoins. On ne peut pas comprendre ça. Un match de handball 2 fois 30 minutes sans que l'adversaire ne gagne 1-2 minutes. En fait, c'est trop. C'est trop. Le niveau des joueurs dépasse le niveau de nos arbitres maintenant. Ce n'est pas pour les parler mal, mais en toute honnêteté, c'est la vérité. S'ils sont humbles, s'ils peuvent le dire haut et fort, en fait, je suis dépassé, quoi. Je ne peux pas comprendre que non, en fait, une grande finale comme ça, que je vais perdre à cause de l'arbitrage. Moi, je ne dis pas que j'ai perdu à cause des systèmes mis en place. Non, j'ai perdu à cause de l'arbitrage. Voilà, je défie quiconque qui va venir me dire que non, j'ai perdu du côté tactique. Non, non. Même défensivement, mes défenseurs ont répondu. En attaque, donc, c'était à coude à coude. Si c'est à coude, il faut que les arbitres aussi soient au même niveau que les joueurs. L'Est Douane, pour ce succès, a reçu un trophée, la somme d'1 million de francs CFA. Voilà, mesdames, messieurs, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour notre session d'information. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue et très bel après-midi.